Tous les yeux seront tournés vers le Canada qui accueillera la semaine prochaine le sommet du G7 à Kananaskis, en Alberta. Ottawa a multiplié les invitations à cette réunion dans un contexte marqué par une guerre commerciale et des tensions géopolitiques grandissantes. Certains de ces invitations font sourciller, notamment l'Inde et l'Arabie saoudite. Pour en discuter, je reçois l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir. On peut se demander si le Canada n'est pas en train un peu de vendre son âme en invitant les leaders de certains pays qui respectent peu ou pas du tout les droits et libertés. Bien, je dirais là-dedans, dans tout ça, c'est peut-être qu'on voit l'approche du premier ministre Carney qui en est une très pragmatique. Et je pense qu'il était venu à la conclusion qu'il faudrait normaliser tôt ou tard les relations avec l'Inde. Et en fait, le G7, ça offre un prétexte très utile pour inviter le premier ministre indien parce qu'il a été invité à tous je pense, les 7 derniers sommets du G7. Et de cette façon-là, M. Carney peut dire, il n'est pas invité ici sur une base bilatérale, mais pour participer à une discussion multilatérale. Ça reconnaît le fait que l'Inde est le pays le plus peuplé au monde, la 5e économie mondiale. Dans le cas de l'Arabie saoudite, ça, c'est un peu plus discutable, connaissant les sanctions que le Canada avait mis en place suite à l'assassinat sordide de M. Khashoggi, qui avait été ordonné par le prince saoudien. Mais aussi, je dirais, de façon plus générale, il y aura beaucoup d'invités à ce sommet du G7 et ça montre que M. Carney veut vraiment jouer un rôle plus important sur la scène internationale. Et on peut se demander, quelle va être la différence entre le G7 et le G20, parce qu'il y a vraiment un recoupement là, d'invitation à cette réunion. Dans ce cas-ci. Alors, il faut s'attendre à quoi du sommet du G7 cette fois-ci? Bien, en fait, le sommet du G7, ça offre une occasion extraordinaire pour des rencontres multilatérales, bien sûr, entre les membres du G7. Il y a des sessions aussi pour rencontrer les leaders qui vont être invités. On sait que M. Zelensky de l'Ukraine va être là, il va y avoir une bonne discussion sur l'Ukraine. Et en ayant les autres leaders, là, il va y avoir aussi la présidente du Mexique. Et ça va permettre beaucoup de discussions multilatérales. Mais l'autre avantage aussi, c'est que ça va permettre aux leaders d'avoir des rencontres bilatérales. Et puis, je pense que dans le cas de M. Modi, M. Carney va vouloir, à mon avis, préciser les conditions qui pourraient mener à un déblocage des relations. Ça pourrait inclure, par exemple, une offre d'une plus grande collaboration sur des sujets de sécurité qui préoccupent les Indiens, mais il va falloir voir jusqu'à quel point il va vouloir extirper des excuses de la part de l'Inde pour le fait qu'ils ont commandé des assassinats au Canada. Et puis, c'est que de ce point de vue-là, moi, je pense que ça permet le début d'une reprise avec l'Inde. Avec l'Arabie saoudite, c'est ça. Peut-être parce que le prince n'a pas participé au sommet du G7 l'an passé en Italie. C'est un peu surprenant qu'il veuille participer cette fois-ci. Bien sûr, l'Arabie saoudite est un joueur important au Moyen-Orient. Il va y avoir peut-être que M. Carney est venu à la conclusion que si on veut avoir des discussions sur l'Iran, que c'est important d'avoir l'Arabie saoudite sur place pour essayer, dans le cadre des discussions qui ont lieu actuellement entre les États-Unis et l'Iran sur la question nucléaire. Tout à fait. Donc, ça serait utile qu'il soit présent. Bon, par ailleurs, M. Saint-Jacques, vous l'avez vu, le premier ministre Mark Carney est en train d'essayer de rétablir le dialogue avec la Chine après des années de tensions. Et selon vous, c'est ce qu'il fallait faire. Vous avez déjà parlé de ça. Est-ce que ça va mettre fin aux tensions véritablement entre les deux pays? Je pense qu'on ne reviendra pas à la normale parce qu'il y a eu des révélations extrêmement troublantes qui ont été faites lors de la commission Hogg et je pense que M. Carney veut avoir
une approche à nouveau pragmatique avec la Chine, surtout à un moment où on veut diversifier nos marchés étrangers. La Chine est le deuxième marché étranger. Il y a des bonnes possibilités de faire affaire, mais je pense qu'il va vouloir établir ces lignes rouges pour dire à la Chine, nous sommes prêts à reprendre le dialogue avec vous sur des sujets d'intérêt commun comme les changements climatiques, comme des questions de santé publique, mais nous n'allons tolérer aucune ingérence dans les affaires internes du Canada. On veut que vous cessiez vos activités d'intimidation auprès de membres de la communauté chinoise au Canada et on veut que vous respectiez notre souveraineté dans l'Arctique, que vous cessiez vos vols de technologie. Et je pense que les Chinois vont sans doute acquiescer à ça en sachant que de toute façon, les relations vont être limitées. Et puis, un point qui va être très important pour M. Carney, c'est est-ce qu'il va vouloir revoir la question des tarifs qui ont été imposés sur les véhicules électriques chinois? Parce que ces tarifs-là de 100 ont été imposés pour aligner la politique du Canada avec celle des États-Unis. Or, ça n'a amené aucun bénéfice pour le Canada. Donald Trump nous traite, en fait, presque de pire façon que les Chinois, avec tous les tarifs qui sont encore en place. Oui. Et puis, M. Carney va vouloir sans doute se garder une porte de sortie si jamais la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain n'aboutit pas, bien, il sera peut-être possible à ce moment-là de voir si on peut reprendre les négociations avec les Chinois. C'est triste à dire, mais d'un côté, ce serait peut-être moins difficile de s'assurer que les Chinois respectent les règles du commerce international que les Américains. Tout ça sera à suivre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Ça m'a fait bien plaisir.